Bonsoir à toutes et tous. Je vais attendre un petit peu que les personnes se connectent, celles qui voulaient assister à mon live. Ce soir, ça va être un live pendant lequel je vais vous parler des peurs qu'on peut avoir à reconstruire une relation suite à des relations toxiques. Voilà, je vais attendre un petit peu que les personnes arrivent, si je les vois, parce que des fois, il arrive que Facebook bug et que je ne vois rien du tout, ni les commentaires, ni les personnes présentes. Et parfois, ça arrive un peu après. Ah, salut Jérémy, salut Salomé. Bon, je vois qu'il y a des personnes. Alors, vous vous inquiétez pas, si jamais vous me faites des coucous, des choses comme ça, il arrive que des fois, je vois pas les commentaires qu'on me met. En fait, c'est pas que je vous snob, c'est que tout simplement, je vois pas les commentaires. Après, si vous avez des commentaires à mettre, mettez-les quand même, parce que je pourrais peut-être répondre après le live ou dans les jours à venir, mais voilà, parfois, je ne vois pas les commentaires. Voilà, donc j'espère que vous allez bien. Voilà, je vais vous présenter un peu le live de ce soir. Le live de ce soir, il s'adresse vraiment aux personnes qui ont peur de reconstruire une relation. Ah, coucou Salomé, ça y est, je vois ton commentaire. Donc trop bien, ça veut dire que j'ai les commentaires normalement. Donc si jamais vous avez des trucs à dire, vous pourrez les dire et je les verrai surtout. Bon, trop bien. Ce soir, en fait, j'avais envie de parler vraiment de la peur qu'on peut avoir à reconstruire une relation quand on a eu en fait des successions de relations qui n'ont pas fonctionné, mais par rapport auxquelles on a beaucoup souffert, ou bien des relations avec des personnes vraiment toxiques et on a perdu en fait confiance en nous et on préfère avoir personne que de retomber en fait sur quelqu'un qui va nous refaire vivre certaines choses. Voilà, donc ce live-là, il s'adresse pas aux personnes qui sont célibataires et qui se disent bien comme ça, etc. Parce que c'est vrai qu'on peut avoir des moments pendant lesquels on se sent bien célibataire et on peut être totalement en accord avec soi-même. Mais là, c'est vraiment voilà, j'aurais peut-être envie de rencontrer quelqu'un, mais je me prive d'avoir des relations. On verra un petit peu les causes. Comme d'hab, j'ai mes papiers parce que en fait, j'essaie de construire et d'organiser mes lives et surtout, je me note des choses sur mes papiers pour rien oublier. Voilà, par rapport aux idées qu'on fait émerger en fait les thématiques. Voilà, donc vraiment, cette histoire de bunker émotionnel, c'est que on a beaucoup souffert dans les relations précédentes. Il y a certainement des choses par rapport auxquelles on s'est pas encore totalement reconstruit. Il y a des choses peut-être qu'on avait à apprendre qu'on n'a pas encore forcément nécessairement saisies. Et donc pour ça, il y a un peu quelques clés pour réussir à se sortir de ces peurs-là. Voilà, je vous dis bonsoir à tous ceux qui viennent d'arriver là en cours de ma présentation. Et voilà, et du coup je vais un peu attaquer. Donc déjà, je vais vous parler déjà d'où ça provient en fait, ce bunker émotionnel, c'est-à-dire cette idée que je veux plus personne dans ma vie, je veux plus ouvrir la porte à personne. Donc déjà, la première peur, c'est la peur de se faire avoir. En fait, ça, c'est l'idée de tout ce qu'on a fait pour nos ou notre relation précédente et au final qui n'a pas payé, quoi. C'est-à-dire, j'ai investi tout ça pour au final avoir rien et voire même pire que ça, obtenir finalement que de la souffrance et de la tristesse et de revenir vers de la solitude aussi. Ça vient aussi, cette idée-là, de se faire avoir de l'éducation qu'on a, c'est-à-dire le je t'aime si. C'est-à-dire, je t'aime si tu fais ça, je t'aime si tu as des bonnes notes à l'école, je t'aime si tu me rends service, je t'aime si. Et donc, en fait, ça introduit une idée que on va obtenir quelque chose si, en contrepartie, on donne quelque chose. Et donc là, ça rejoint un peu cette idée de s'être fait avoir. Ça veut dire que j'ai besoin pour pouvoir maintenant entrer en relation, j'ai besoin de garantie, quoi, quelque part en échange de ce que je vais te donner. On en revient un peu aux relations de donnant-donnant dont je parlais d'ailleurs pendant un autre live sur le couple. Et donc, c'est ce qu'on appelle un investissement à perte, quoi. C'est-à-dire qu'on a peur, en fait, d'investir des choses et puis finalement de rien en récolter.
Ensuite, on voit aussi quelque part l'autre comme quelqu'un qui va systématiquement nous prendre et on voit plus les bénéfices de la relation. On voit plus que le côté où l'autre, en rentrant dans notre vie, va nous prendre à un moment donné. Et donc voilà. Ensuite, donc il y a beaucoup cette idée, voilà, pour vous parler un peu plus en direct, parce que ça me gonfle un peu de trop lire mes papiers. On a vraiment cette idée que l'autre va nous prendre quelque chose, que nos ex peut-être nous ont pris quelque chose à nos dépens. On se sent victime des situations précédentes. Et donc quelque part, c'est un peu ce bunker, la seule solution qu'on a trouvée pour pas se faire avoir à nouveau. Voilà. Donc il y a aussi derrière ce bunker, il y a aussi une peur à nouveau d'être seul en couple, c'est-à-dire peur de pas se sentir aussi, la peur de se sentir incompris et de pas le gérer ou d'être rejeté, délaissé, humilié. Voilà, donc il y a cette peur-là en fait de rejouer les blessures qu'on a pu vivre dans les couples précédents. Et ça, vous verrez après dans la suite, quand je vais expliquer un peu comment on sort de ça, que c'est fortement lié aussi à un manque de conscience de ce qu'on accepte, des limites qu'on pose ou qu'on ne pose pas, de l'idéalisation du couple, de l'idéalisation de la relation et des choses en fait qu'on n'a pas apprises, qu'on n'a pas conscientisées dans le ou les couples précédents. Bonsoir à tous ceux qui arrivent encore en cours de route. Donc ensuite il y a aussi la peur donc de rencontrer une mauvaise personne pour nous. Et donc cette peur de rencontrer une mauvaise personne pour nous, ça nous fait bloquer sur ce qui ne va pas. C'est-à-dire que vous allez peut-être rencontrer de nouvelles personnes, mais c'est comme si je vous montre en fait un tableau blanc avec un gros point noir au milieu. Et bien vous allez voir que le gros point noir. Vous n'allez pas voir que c'est un tableau blanc avec un point noir au milieu. Alors, il y a un petit exercice comme ça pour vous faire conscientiser que quand on a souffert en amour, on va pour les rencontres d'après bloquer sur peut-être certains détails qui vont nous faire fuir et on ne va voir que finalement le mauvais peut-être chez de nouvelles personnes qu'on rencontre et par exemple ce qui va poser problème dans la situation, on va voir que l'aspect négatif peut-être des personnes qu'on rencontre. Donc pour vous faire un petit exercice, si ça vous dit, je vais vous demander en quelques minutes de compter autour de vous le nombre d'objets rouges que vous voyez. Donc je vais vous laisser quelques minutes et je vais vous laisser du coup me mettre un peu les chiffres du nombre d'objets rouges qu'il y a autour de vous. Donc j'attends vos chiffres pour continuer la suite et pour vous faire l'exercice. Alors combien est-ce qu'il y a d'objets rouges autour de vous? Je vais voir s'il y en a certains qui me répondent. Est-ce que vous avez compté? 4, Emmanuel. 2, Anne. 2, Steph. 8, Véronique. 11, Phyllis. Ah, 6, Emmanuel a dit. 0, Cécilia. 1, Anthony. Ok. Bon, je vois que j'ai eu plein de chiffres qui sont apparus. Maintenant, je vais vous demander, là, sans réfléchir, combien d'objets bleus il y a autour de vous. Et donc, là, clairement, la réponse, vous la connaissez absolument pas. Parce que, en fait, votre esprit, c'est focalisé sur les objets rouges. Là, c'est un peu pareil. Quand on sort de trauma, de choses un peu traumatisantes, de relations qui vont être toxiques, etc., on va focaliser, on va dire, sur le mauvais, mais pas forcément voir l'ensemble et la globalité de la situation. C'est-à-dire que là, quand je vous demande les objets rouges, vous savez me dire exactement ce que c'est, mais vous n'avez pas du tout porté, par exemple, votre attention sur les objets bleus qui vous entourent. Donc là, c'est pareil. On va focaliser en fait sur ce qu'on va voir de négatif autour de nous, donc ce qui va pas aller dans les couples, les rencontres qu'on va faire, on va toujours trouver le détail en fait qui va pas,
et en fait on va pas voir l'ensemble de quand on rencontre quelqu'un. J'espère que vous me suivez par rapport à ce que je suis en train de vous expliquer. Si vous n'avez pas compris, je vous réexplique, vous me le dites dans les commentaires. Donc voilà, donc du coup, en fait, en voyant que des mauvais côtés, on va faire que renforcer nos croyances par rapport au couple, par rapport au fait qu'on se sent incapable de construire un couple, par rapport au fait que, par exemple, on va faire même des généralités, par exemple, tous les hommes sont comme ça, toutes les femmes sont comme ça, et le couple, ben, c'est comme ci et c'est comme ça. Et donc du coup, on va vraiment porter notre attention que sur ça et ne plus voir le côté agréable du couple et le côté sympathique et de ce que peut nous apporter un couple. Ensuite, donc, il y a aussi dans cette idée de bunker émotionnel, il y a la peur de souffrir. Donc, c'est-à-dire, on va avoir une réaction de fuite par rapport aux émotions désagréables. On va avoir le mécanisme de protection qui va se mettre en place. Et donc là, il y a plusieurs options. Alors, soit carrément on s'isole de tout et même de tout le monde presque. C'est comme si on était enfermé dans notre caverne. Sinon, il y a aussi d'autres réactions. C'est retourner vers les ex. Parce que ça c'est connu et que même si c'est pas fonctionnel, notre inconscient qui est l'ego et qui nous protège, bon bah il va nous amener sans arrêt vers les situations qu'on connaît déjà et pourtant c'est pas forcément parce qu'on aime la personne, etc. C'est parce que ben on se retrouve confronté à une forme de vide existentiel et que plutôt que d'avoir affronté ce vide existentiel, d'avoir à l'apprivoiser, d'avoir à le nourrir, à l'accepter comme faisant partie intégrante de chacune de nos vies, hein, parce qu'on en a tous en fait des moments de vide. Il y a des moments où on se sent tous vides et c'est tout à fait normal, voilà, parce que tout simplement ben, c'est l'être humain qui est fait comme ça. Et donc plutôt que d'avoir ça, on va soit retourner vers l'ex, soit on peut aussi chercher un sauveur. Alors là, le souci c'est que le souci de chercher le sauveur, c'est que on recommence en fait ce même schéma déjà de dépendance à la relation. Donc ce qui fait que il y a déjà quelque chose qui est pas très simple parce que on porte nos espérances et nos espoirs sur la relation. Et donc du coup on arrive comment dire des relations vraiment pas saines puisque quelque part, c'est comme si on faisait porter à l'autre le poids de ce qu'on attend dans notre idéal. Et en plus, dans cette histoire de bunker émotionnel, c'est que, en gros, on veut rien sauf l'idéal, quoi. C'est-à-dire que c'est soit parfait, soit rien du tout. Donc on est dans des extrêmes en fait. Et là, il y a un équilibre à remettre entre soit c'est parfait, soit ben, en gros ça dégage, quoi. Voilà. Donc quand on cherche le sauveur aussi, c'est-à-dire celui qui va nous prouver que ben il existe, qu'il est parfait, que tout va bien avec lui, etc. Ben c'est qu'on rentre. J'ai fini trop tard, il y aura un replay. Oui Sandrine, il y aura un replay. Donc en fait c'est que souvent quand on cherche le sauveur, on n'apprend pas assez à connaître la personne parce que on voit que ce que veut nous montrer la personne, voire veut nous prouver, parce que quelque part, on met les personnes qui rentrent dans notre vie quand on est dans une forme de bunker émotionnel. Comment dire, on met une attente inconsciemment ben, tu dois me prouver que t'es à la hauteur, quoi, quelque part. Et donc parfois ça peut induire chez les autres en face une attitude de vouloir sans arrêt prouver, donner, être à la hauteur, jusqu'au moment où la personne qui s'est positionnée en sauveur, ben à un moment elle revient quand même aussi à ses besoins, elle revient à ses limites. Et là, d'un coup, au bout de quelques mois, on a l'impression que c'est plus la même personne qu'on a connue ou que la personne d'un coup elle s'est transformée. Alors qu'en fait parfois c'est aussi notre attitude d'attente vis-à-vis des autres et de dire ben en fait en gros si tu corresponds pas du tout à mes attentes ben ça passe pas, merci au revoir. Ben c'était le seul moyen quelque part parfois qu'on laisse aux autres pour accéder à nous, peut-être à notre cœur ou à notre vie, voilà.
Ensuite, derrière ce bunker aussi, il y a un manque de confiance en soi et donc la peur de l'échec. Alors pourquoi il y a un manque de confiance en soi derrière ce bunker? C'est que si on a confiance en nous, on va pas avoir peur d'être en relation, puisque ça veut dire que on se connaît bien, on connaît bien nos limites, on va savoir les poser, on va savoir aussi faire des demandes par rapport à nos besoins. On va savoir à quel moment je dois faire des demandes et à quel moment je dois carrément arrêter la relation parce que ça me correspond pas du tout. Tandis que quand on n'a pas confiance en nous, ben on se connaît pas bien, on s'affirme pas bien. Les limites, on a tendance à les dépasser, hein, même sans le vouloir et même sans s'en rendre compte parfois, puisque si on n'a pas fait de travail, ben on agit avec tout notre inconscient et du coup on reproduit tout le temps ces schémas. Donc voilà. Et puis aussi derrière l'idée que derrière ce bunker émotionnel, il y a l'idée que je pourrais ne pas me relever de cette rupture. Et c'est comme si quelque part encore notre vie ou notre état moral vraiment ne dépendait que de la relation. Je sais pas si vous comprenez bien, mais du coup ça veut dire qu'on met, même si on est dans un bunker émotionnel et qu'on se dit je préfère rester seule que d'être avec n'importe qui, quelque part quand on filtre, quand on surfiltre un peu les personnes qui rentrent dans notre vie, c'est que quand même il y a une idéalisation de ce que m'apporte la relation, de ce que doit être la relation, et aussi il y a une idée que je laisse beaucoup de pouvoir à l'autre finalement, et que j'ai pas vraiment conscience de moi-même. Voilà. Donc, il y a l'idée, dans ce que je viens de vous dire d'ailleurs, dans la logique, il y a l'idée que je remets quelque part en faisant ça ma sécurité entre les mains de l'autre. C'est-à-dire que l'autre peut me mettre en insécurité. Alors que si j'ai confiance en moi, que si j'ai une bonne estime de moi, que je suis droite dans mes baskets, hormis maltraitance évidemment, ou que ce soit psychologique ou que ce soit physique, hormis ce champ-là, la seule personne qui est ma sécurité entre mes mains, c'est moi. Donc voilà, donc on en revient encore à ces histoires de savoir poser des limites, d'avoir conscience des endroits où l'autre dépasse mes limites, d'avoir conscience de mes émotions aussi, parce que dans les couples précédents, quand on a eu des relations toxiques, etc., on s'est souvent beaucoup négligé par rapport à nos émotions, et nos émotions, en fait, c'est tout ce qui se passe dans notre corps. Par exemple, les émotions, les relations toxiques, elles sont assez épuisantes, assez éprouvantes. Et par exemple, j'ai même pas capté que j'étais fatiguée en permanence, que cette relation m'a pris finalement énormément d'énergie et que moi j'ai continué à donner. Ou bien j'ai eu tendance beaucoup à mettre de côté des petites choses qui m'ont frustrée dans la relation, que j'ai pas relevées, et parfois même moi j'ai des rendez-vous avec des personnes qui me disent je comprends pas, c'était super, et qui sont tellement dans leur schéma d'être habituées à être traitées d'une certaine façon qu'elles captent même pas le problème en fait à être resté dans cette relation. Et c'est au fur et à mesure, par exemple moi de l'accompagnement, que certaines personnes se rendent compte en travaillant sur leurs limites, sur leurs valeurs, etc., qu'elles conscientisent tout ce sur quoi elles sont passées dans leur couple précédent, et que finalement en fait ça désidéalise le couple et ça leur permet de remettre leur ancien couple à sa juste place, c'est-à-dire en fait cette personne-là elle avait finalement réellement rien à faire dans ma vie. Voilà. Après, dans l'idée du bunker émotionnel aussi, alors bon, je souris parce que je vais vous expliquer pourquoi. Il y a ne pas vouloir être stimulé par quelqu'un. Donc, en gros, quand j'ai personne dans ma vie, au moins il y a personne pour me contrarier. Il y a personne pour venir appuyer sur mes blessures. Au moins, je suis sûre qu'on va pas me trahir. Je suis sûre qu'on va pas me faire de mal. Et donc, pourquoi je souris, c'est parce que je vais vous donner la citation de Sacha Guitry qui a dit « Le mariage, c'est résoudre à deux des problèmes qu'on n'aurait pas eu tout seul ». Voilà, donc cette citation, elle me fait beaucoup rire. D'ailleurs, j'avais un de mes ex souvent qui me disait ça en rigolant. Et c'est vrai, c'est assez juste que
ben, dans un couple, on doit résoudre à deux des problèmes, ben, effectivement, en solitaire, qu'on n'aurait pas eu. Mais c'est vrai que quand on parle de cette phrase, c'est comme si on occultait aussi tout le côté sympa du couple. Voilà, donc... Ensuite, voilà, ben, en fait, c'est encore la même chose que ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est que en fait, on s'est pas rendu compte qu'on a idéalisé nos relations précédentes et sans se rendre compte du réel de ce qu'on vivait. Donc, soit parce qu'on n'a pas assez observé ce qui se jouait dans nos couples précédents, soit parce que nous, on s'est pas vu fonctionner, on n'a pas vu en fait qu'on dépassait nos limites, on n'a pas ressenti qu'au niveau émotionnel, ça n'allait pas. Et bien souvent, il y a des éléments déjà qui arrivent assez tôt dans une relation, mais comme on est dans l'idéalisation de la relation quand on est en dépendance affective, et ben du coup, on ne le voit pas. Souvent, on se voit la face. Et c'est vrai qu'il y a tout un travail à faire et je vais en parler après pour sortir de ça, pour être dans une possibilité d'avoir un couple, mais sans pour autant être dans des mécanismes du genre syndrome du sauveur ou du genre délétère pour soi en permanence ou du genre être toujours en train de soi-même de donner ou donner beaucoup trop par rapport à la réalité de ce qu'on a envie de donner. Voilà, donc maintenant un peu, donc est-ce que déjà par rapport à ce que je viens de vous exposer, là c'est un peu la première partie, est-ce que ça vous a parlé, est-ce que ça vous évoque quelque chose pour vous? Est-ce que aussi peut-être vous avez des questions? Est-ce que vous avez des choses à partager? Voilà, j'attends un petit peu, je vais boire un petit coup comme je fais d'habitude mon verre d'eau. Alors, est-ce que c'est clair pour vous ou est-ce que je vous ai tous perdus? Parce que je vois plus de commentaires, je vois plus rien. Alors du coup, je sais pas s'il y a des choses que je reçois pas. Je vais attendre encore un petit peu et puis après, je vais vous parler un peu de comment on sort de ça, de ce fameux bunker émotionnel. Ça me parle beaucoup. Ah d'accord, merci Carole pour ton retour. Super. Bon, alors du coup, on va parler un petit peu de comment on sort de cet état très clair. Oui, exactement ce que j'ai vécu. Oui, merci, c'est très clair. Ah, super. Ok. Et cela me parle très justement, peur de retrouver les mêmes scénarios, retomber sur les mêmes personnes. Alors, bah justement, bah on va en parler de ça. Alors là, pour rebondir un peu sur ce que tu dis, Emmanuel, c'est vrai que il y a des choses en fait à travailler, mais ah merci Agnès aussi pour ton retour. Mais en fait, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que ce côté où on a l'impression de ne pas maîtriser qui on rencontre, comment va réagir la personne et tout ça, c'est simplement parce qu'en fait, on n'a pas assez à travailler sur soi. C'est-à-dire que quand on reprend le pouvoir de notre vie, quand on reprend les rênes de notre vie, quand on fait ce travail-là, on redevient conscient de qui on est, de nos valeurs, de nos besoins, de nos limites. Et en fait, on apprend même, enfin moi je sais que dans l'accompagnement du coup, on apprend à communiquer avec l'autre, de façon à justement pas être dans un bunker émotionnel. C'est-à-dire la gestion émotionnelle, et quand j'apprends à communiquer avec l'autre, va me servir à la fois m'écouter, c'est-à-dire pouvoir m'affirmer, m'autoriser à exister dans ce couple, et en même temps, sans être non plus dans l'excès de il n'y a que moi qui existe dans ce couple. Et tu dois être idéal pour moi parce que si tu l'es pas, en fait, ça dégage. Voilà. Il y a des choses en fait à rééquilibrer, à apprendre sur soi, à nuancer. Moi, j'ai beaucoup de personnes qui sont dans une forme de syndrome du sauveur, c'est-à-dire je donne au détriment de ma propre personne. Je vais outrepasser mes valeurs pour garder la relation. Et là, c'est là où en fait on tombe dans du toxique. Dans une relation saine, il y a certaines valeurs, peut-être par rapport, enfin que je vais un peu outrepasser, mais par contre, on va dire que 70-80% de la relation se passe de façon saine, fait que j'ai beaucoup de valeurs communes avec mon compagnon ou ma compagne. Et voilà, c'est à ça que ça ressemble l'ensemble d'une relation qui fonctionne. C'est-à-dire qu'il y a 20-30% des choses sur lesquelles on ne sera pas d'accord. Et puis du coup, ces 20-30%, ben, on va communiquer ensemble pour essayer de trouver des compromis, pour essayer de, comment dire, de réussir
à interagir de façon saine. 80% du temps, on va dire, on va être sur la même longueur d'onde par rapport à nos valeurs. Et puis, dans le couple, oui, il y a des problèmes parfois qui seront insolubles, en fait, hein, entre guillemets, ce qu'on appelle les défauts de l'autre, on ne pourra pas les changer. Ce qui est profondément ancré, on ne pourra pas le changer. Mais la question à se poser à ce moment-là, pour savoir si la relation est saine, c'est est-ce que je suis bien 70 à 80% du temps dans ma relation? Voilà. C'est la seule question. Comment est-ce que l'autre, ok, l'autre il a son défaut, il est là son défaut, mais à côté de ça, 80-70% du temps, je me sens comment moi dans cette relation-là? Est-ce que je me sens mal? Est-ce que je me sens bien? Voilà. Et c'est ce qui va faire qu'on va pouvoir poursuivre une relation ou pas. Pardon, je suis désolée, je perds la voix. Voilà, donc des solutions pour se rassurer, pour réussir à sortir de cet enfermement dans ma solitude et puis surtout de cette peur de rencontrer quelqu'un ou de laisser de la place à quelqu'un dans ma vie. Donc déjà, il y a un besoin de prendre son temps pour connaître réellement la personne. C'est-à-dire vraiment être dans la première phase, un peu en observation de l'autre. Si vous vous connaissez bien par rapport à vos valeurs, ben, apprendre à connaître l'autre au travers des valeurs qui sont importantes pour vous. C'est-à-dire que est-ce que cette personne-là, elle incarne un peu les mêmes valeurs que vous, dans les mêmes limites que vous, etc. Ou vraiment pas du tout. Et puis, ce que j'avais envie de vous dire justement pour se guérir, s'autoriser un peu à se lâcher dans les débuts de relation, c'est-à-dire au lieu d'être sur la réserve, parce qu'en fait plus je vais me sentir en insécurité intérieure, plus je vais mettre de l'insécurité dans mon couple. C'est-à-dire que si par exemple je vais m'empêcher d'envoyer des messages à l'autre, parce que je me dis c'est toujours à lui de m'envoyer des messages, au moins comme ça je suis sûre qu'il s'intéresse vraiment à moi, etc. etc. L'autre pendant ce temps-là, vous n'êtes pas naturel nécessairement avec cette personne-là. Et donc, du coup, ça va mettre de l'insécurité parce que du coup, ça va mettre de l'incertitude. Par exemple, pour la personne en face de vous qui, lui ou elle, va vous envoyer des messages, va vous parler normalement. Et vous, vous allez être un petit peu, par exemple, en retrait. Vous voyez? Donc, s'autoriser parce qu'on a confiance en soi, on a confiance dans le fait de savoir poser nos limites, à justement vivre tous ces moments présents parce qu'il ne faut pas oublier que bon, ça vous savez que j'ai un côté aussi, je suis thérapeute de couple. Dans un couple, il y a des phases et donc la première phase du couple, c'est vraiment la phase de fusion. Et si on est dans un bunker émotionnel et qu'on s'autorise pas à vivre cette fusion, eh ben en fait, on fait que mettre de l'insécurité dans nos couples et puis surtout, on va dire être presque en contre-dépendance, quoi. C'est-à-dire que finalement, c'est la face opposée de la dépendance affective, mais elle n'est pas saine non plus. On n'est pas dans un équilibre, on est encore dans un extrême. Donc voilà, le premier conseil moi, que j'aurais à donner, si j'ai des conseils à donner, c'est vraiment prendre son temps pour connaître la personne, mais quand même pas s'empêcher de vivre ses premiers moments, de ressentir des émotions, si je ressens des émotions, voilà. Parce que s'il arrive quelque chose et que vous avez confiance en vous, que tout est bien construit, etc., vous saurez mettre les limites, vous saurez parler de ce qui ne va pas. Et donc, il n'y aura pas de souci. La relation peut s'arrêter du jour au lendemain parce que vous êtes autant maître que l'autre de prendre une décision de continuer ou que ça s'arrête. Ensuite, le deuxième conseil, enfin en tout cas la deuxième chose que j'avais envie de transmettre, c'est que de toute façon, le couple parfait n'existe pas. Donc ce qu'il faut regarder, c'est vraiment votre relation, la nouvelle qui rentrera dans votre vie, dans la globalité. C'est un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire est-ce que je suis heureux ou heureuse, ou bien en tout cas je me sens épanouie à 70-80% du temps dans ma relation. Si c'est en dessous de ça, effectivement, et qu'on est dans un début de relation, bon bah ça vaut peut-être la peine de se poser la question, est-ce que je continue à investir dans cette relation ou est-ce que je préfère essayer autre chose avec quelqu'un d'autre s'il y a déjà des choses importantes qui me posent souci. Ensuite, il y a aussi autre chose, c'est du coup le troisième conseil que j'ai envie de vous donner, c'est sortir des attentes de la relation qui comble tous mes manques. Dans cette idée de bunker émotionnel, même si on essaie de faire le contraire en disant mais moi justement j'ai besoin de personne et puis de toute façon j'ai pas envie de recommencer parce que ça me fait peur, etc. C'est qu'on a encore cette idée que l'autre a tous les pouvoirs sur nous,
que c'est à l'autre de combler quelque part tous nos besoins et on va projeter en fait sur lui tous nos manques parce que l'autre est là pour nous combler. Donc l'idée c'est dans ces phases un peu justement de rupture ou dans les phases où on se retrouve célibataire, c'est justement elles peuvent ces phases-là justement permettre de consolider notre confiance en nous en nous disant ouais finalement j'ai personne dans ma vie et j'en suis pas mort ou j'en suis pas morte. J'ai découvert plein de choses sur moi, donc ça c'est quelque chose par exemple aussi que vous pouvez repartager dans votre couple suivant. Et puis donc du coup le fait de retrouver une forme d'autonomie, c'est-à-dire d'être moins dans cette dans cette idéalisation du couple, parce qu'il y a une forme de fantasme aussi. Du coup, quand on a ces peurs-là, il y a une forme de fantasme comme si on pouvait nous faire du mal. Alors c'est vrai que dans le cas où on a été maltraité, c'est vrai que l'autre nous a fait du mal et c'est juste. Et là, c'est un cas un peu différent. Mais quand c'est parce que on a souffert simplement parce qu'il y avait beaucoup de mépris, parce que tout simplement le couple n'a pas fonctionné, à ce moment-là, c'est qu'on met trop de pouvoir et trop de trop de pouvoir, on donne trop de pouvoir au couple. Donc voilà, donc ensuite ouais, donc c'était ce que j'expliquais. Il y a tout un travail de restructuration à faire quand on a vraiment très peur et qu'on voit que ça nous empêche vraiment d'avancer, qu'on essaye des relations et qu'on voit que ça fonctionne pas. Alors des fois c'est vrai qu'il y a des choses qui sont vraiment pas en accord avec nos valeurs et bon oui c'est légitime. Mais si on voit qu'on n'arrive pas à construire malgré tout avec des personnes qui auraient pu nous correspondre, à ce moment-là il y a vraiment un travail de restructuration. Ou bien si on voit que il y a un deuil aussi de certaines choses précédentes à faire et des fois quand on a rompu c'est pas forcément le deuil de la relation, c'est pas tant qu'on aime encore l'autre. Quand je parle de deuil, c'est aussi parfois de réussir à passer à autre chose par rapport à tout ce qu'on a souffert auparavant, parce que des fois quelque part on déteste notre ex, mais par contre on reste accroché et agrippé sans arrêt à ce qui nous a fait vivre auparavant, et donc il y a un deuil de ça à faire. C'est-à-dire à se dire, ok, j'ai vécu ça. Et pour faire ce deuil, en fait, du coup, ce travail de restructuration, c'est de conscientiser justement toute notre part de responsabilité. Alors quand je dis responsabilité, c'est pas faute, c'est pas un jugement, etc. C'est pas une histoire de culpabiliser les personnes. Mais c'est de se dire, je repère aussi tous les endroits où c'est moi qui ai laissé la porte ouverte l'autre par rapport à se comporter de certaines façons avec moi, ou c'est tel endroit où à tel moment j'aurais dû poser des limites et je les ai pas posées. Tous les endroits aussi où peut-être même moi, ma part de responsabilité parfois c'était que j'ai été en réaction immédiate à tout ce que pouvait faire l'autre. Donc je pouvais être aussi beaucoup en mode bourreau ou en mode contrôlant vis-à-vis de l'autre, plutôt que d'être dans le dialogue et dans la communication. Et pourquoi j'étais en mode bourreau vis-à-vis de l'autre? C'est parce qu'au niveau de mes émotions, je n'ai pas géré. C'est-à-dire que il y avait plein de choses en fait qui m'ont dérangée pendant tout le long. J'ai tenu, je ne disais rien, j'ai accepté, j'ai laissé passer. Ou alors de temps en temps un peu j'ai manifesté que j'étais pas contente, mais quand même il n'y a pas de solution qui a été trouvée dans le concret et toujours pas de limite posée. Donc à un moment, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai explosé. Voilà, il y a plein de mécanismes comme ça, si vous voulez, qui se reproduisent et qui sont vraiment à restructurer, à retravailler. Il y a aussi l'idée que parfois on fait durer des relations parce qu'on rejoue nos schémas d'enfance. C'est-à-dire que cette relation-là, elle aurait dû se terminer bien longtemps avant que n'arrive un peu pour moi la catastrophe ou la souffrance. Mais je ne me suis pas rendu compte que j'ai choisi une personne qui entre dans ma vie, qui m'a fait rejouer mes scénarios d'enfance. Et moi, du coup, en restant dans cette relation-là, c'est moi-même qui me suis fait rejouer ce scénario-là. Parce que, j'ai pas posé les limites où il fallait, j'ai pas stoppé la relation au moment où il a fallu. Et en fait, j'ai continué. Et donc là,
honnêtement, pour faire ce travail de restructuration, il y a vraiment besoin de faire un travail avec un professionnel. Pourquoi? C'est pas pour rien, c'est parce que vous allez réussir à changer par vous-même certaines choses. Vous allez peut-être faire une ou deux formations, apprendre quelques trucs en communication, machin. Mais le problème, c'est que on se voit pas fonctionner au quotidien. Et nous-mêmes, comme on est dans nos propres schémas, on ne se voit pas fonctionner. C'est pour ça d'ailleurs que par exemple les thérapeutes, ou bien, vous voyez, moi je suis coach, mais je le fais quand même, on se fait superviser, nous aussi, parce qu'on on ne se voit pas nous-mêmes fonctionner. On peut fonctionner avec des schémas inconscients, par exemple, quand c'est de la supervision, c'est peut-être par rapport, par exemple, moi à mes clients, etc. On ne se voit pas fonctionner. Donc, il est nécessaire d'avoir une personne dans ces moments-là, quand ça a été toxique, etc., qui puisse toucher du doigt, quand vous allez lui parler au quotidien de ce qui se passe pour vous. Tiens, là, tu vois, alors toi, tu le vois sous cet angle-là, mais moi, en fait, je vais te proposer un autre angle de vue. Et est-ce que tu es OK avec ça? Est-ce que tu vois que là, toi, quand tu fonctionnes comme ça, tu es encore, par exemple, dans ton mode sauveur. Là, tu vois, tu ressens une émotion, tu l'as pas gérée, t'en as pas parlé. Et ben du coup, le problème va continuer et va se poursuivre. Et donc, tu ne t'affirmes pas et tu ne dis rien, mais du coup, tu y restes quand même. Et là, en fait, c'est là où on va aller voir les blocages. Moi, en fait, si je lui parle, si je lui dis ça, moi, j'ai peur qu'il me laisse tomber, j'ai peur qu'il me rejette, ou j'ai peur qu'il me juge si je lui dis ça, etc., etc. Et donc, c'est là où, avec quelqu'un, une tierce personne, vous allez commencer à vous autoriser à agir différemment, parce que déjà, la personne, elle vous aura mis en alerte sur ce qu'elle a repéré dans votre mode de fonctionnement. Et puis, en plus de ça, du coup, vous aurez vu avec elle, enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je travaille, on aura vu ensemble comment rectifier notre comportement. Et c'est à force en fait de faire un peu comme une rééducation qu'on se restructure et qu'on change de mode de fonctionnement et qu'on change de point de vue, parce qu'il y a des choses qui s'éclairent que nous-mêmes, comme on est dans nos schémas, on n'a pas vu. Voilà. Bon, j'espère que vous comprenez ce que je suis en train de vous expliquer. Voilà. Si jamais vous voulez me mettre des petits messages, vous pouvez. Donc ensuite, il y a aussi l'idée dans le fait de vouloir sortir du bunker, de ce bunker émotionnel, il y a sortir de l'idée de vouloir trouver un fautif. C'est-à-dire que quand on se dit ouais, il m'a manipulé, elle m'a manipulé, tout ça, on rejette beaucoup de choses sur le dos de l'autre et qui est bien souvent légitime, hein. C'est pas illégitime souvent ce que vous reprochez à l'autre. Sauf que il y a la part aussi et la face cachée de ce qu'on voit pas, c'est tous les endroits où j'ai ma responsabilité, dans ce que j'ai accepté ou pas. Et c'est là où d'un coup on se sent plus rassuré. À contrario de se sentir justement accusé de quoi que ce soit, hein. Mais on se sent rassuré parce qu'on se dit ah ouais, finalement je l'avais pas vu en fait que moi quand même j'acceptais ça et j'ai continué quand même là-dedans et j'ai quand même continué à faire ça. Et donc là on comprend qu'il y a une possibilité de reprendre son pouvoir sur ce qu'on vit dans nos relations à venir. Ensuite, il y a aussi dans l'idée donc de sortir du bunker émotionnel, d'être OK aussi avec le fait qu'on prend le bon d'une relation, mais on est OK aussi pour prendre le moins bon côté des relations. Donc on en revient à la phrase de Sacha Guitry, hein, par rapport au fait de résoudre des problèmes qu'on n'aurait pas eu à deux, mais en même temps, dans cette phrase, on voit pas aussi le côté positif du couple, voilà, de soutien, d'affection, de présence, voilà. Donc, je vais continuer. Alors, voilà. Aussi, il y a sortir de la croyance que le couple est fait pour nous apporter la sécurité. Le couple... Comme j'aime bien dire souvent, c'est la cerise sur le gâteau. Allez, peut-être même un peu plus que la cerise, mais ça doit pas être tout le gâteau. C'est-à-dire que on doit quand même toujours être responsable et de notre propre sécurité. C'est-à-dire toujours, on ne doit pas s'abandonner nous-mêmes. On doit être vraiment conscient que c'est cette sécurité-là, quoi qu'il arrive, en fait, que le monde s'écroule autour de nous, c'est à nous de nous apporter ça. Quand on était enfant, c'était nos parents.
Mais en tant qu'adulte, c'est de temps en temps, bien sûr, que quand on va avoir nos failles qui vont se rejouer et tout ça, on aura peut-être besoin de faire des demandes à l'autre, que l'autre nous rassure. Mais la plupart du temps, ça doit quand même être à nous de nous donner cette sécurité-là. Et de cette façon-là, on va être moins dépendant de la relation. C'est-à-dire que si on s'apporte nous-mêmes notre propre sécurité, on va moins dépendre de ce que va nous donner l'autre ou de ce que va faire l'autre vis-à-vis de nous. On va moins accepter aussi des choses qui débordent de nos limites et qui dépassent de nos limites. Mais on saura que bon, bah, si ça va pas, et ben, on quitte la personne et on va se retrouver nous et on va se tenir la main et puis on avancera à nouveau. Et go. Ensuite, il y a... oui, il y a jamais de garantie aussi. Quand on a cette idée de bunker émotionnel et de peur de se remettre en relation, en gros, c'est je cherche la garantie, sinon rien. Et en fait, dans la vie, il n'y a rien de garanti. C'est-à-dire que même demain, vous allez rencontrer la personne la plus gentille du monde. Rien ne garantit qu'elle ne va pas changer à un moment donné, qu'elle ne va pas évoluer à un moment donné. Il y a même eu certaines personnes qui ont vécu aussi des drames, hein, qui ont perdu leur compagnon ou leur compagne idéale parce qu'ils sont décédés de maladie ou d'accident ou de n'importe quoi. Donc dans la vie, il n'y a jamais rien de garanti. Donc au plus je vais mettre de l'enjeu dans une vie de couple, au plus en fait j'ai de risques d'être déçue, hein. C'est ce que je disais un peu aussi dans le live précédent. Et donc cette peur en fait elle vient de, oui, c'est la peur d'être déçue, mais au moins je vais mettre d'enjeu sur le couple et me dire bon bah je vais m'ouvrir à ce que quelqu'un puisse entrer dans ma vie mais sans y mettre trop d'enjeu. Ben, du coup, on est vachement plus cool et ça ouvre la possibilité. Après, ça ne veut pas forcément dire que la première personne que vous allez rencontrer, ce sera la bonne personne pour être en couple avec vous. Mais au moins, ça vous permet de ne plus vous sentir un peu prisonnier de vous-même ou prisonnier d'une décision que vous auriez prise pour éviter. Parce qu'en fait, c'est un peu... faire ça, c'est un peu comme faire l'autruche par rapport à moi, mon mode de fonctionnement, qu'est-ce que j'y ai mis avant, pourquoi est-ce que je suis arrivée à ça dans ma ou dans mes relations. Et donc, reprendre en fait la responsabilité en se disant, ben voilà, je sais, je connais mes limites et j'ai pas envie qu'on les dépasse, parce qu'il y a des choses qui sont négociables, mais il y a des choses qui sont non négociables. Ben, à ce moment-là, on vit les choses plus cool, hein. On vit les choses plus cool. Parce qu'au pire des cas, qu'est-ce qu'il arrive? Eh ben, on se sépare et puis on a confiance en nous, donc on retrouve nos ressources et puis en avant Guingamp, hein, comme on dit chez moi. Donc voilà. Ensuite, il y a aussi cette idée, donc pour sortir un peu de ce bunker, de plus vivre en fait les ruptures comme des échecs, mais comme des expériences de vie qui doivent m'apprendre des choses sur ma façon d'être en relation avec moi-même et avec les autres. Donc plutôt que de s'arrêter au moment où on a rompu en se disant c'est bon, j'en ai marre, ça fait des dizaines, c'est que ma vie est faite d'échecs, etc. Au lieu de s'arrêter à cet instant T de notre vie où on n'est pas très bien, où on se sent peut-être seul, etc. De voir ma vie comme un ensemble et que ces événements qui sont produits, ces expériences, je dois les transformer en quelque chose de bon pour moi. Et que si ça en est arrivé à des ruptures, c'est que certainement j'ai des choses à apprendre sur moi de ça pour pouvoir évoluer, pour pouvoir quelque part faire mieux la prochaine fois. C'est-à-dire me sentir plus épanouie dans le prochain couple ou stopper plus rapidement une relation qui ne me correspond pas ou voilà, être plus en accord aussi, parce que des fois quand on se rend compte que dans nos relations précédentes aussi on n'a pas forcément bien réagi, parce que moi aussi j'ai des personnes quand elles m'appellent au téléphone, elles me disent mais tu vois, je sais pas trop, parce qu'en fait, lui, il était comme ci, comme ça, il faisait ci, il faisait ça, mais moi aussi, tu sais, je réagissais comme ça ou comme ça. Oui, effectivement, ce sont aussi des choses à travailler. C'est-à-dire que là, ce qui s'est passé, c'est certainement que les personnes étaient en miroir, mais en attendant, ça veut dire qu'il y a des compétences à acquérir pour réussir comment dire, à communiquer de façon saine et à avoir une posture plus saine dans ma relation. Voilà. Ensuite, donc il y a aussi apprendre à se sentir capable, c'est-à-dire travailler à s'écouter, à identifier les schémas que je reproduis. Donc là, pareil, c'est un bon moment, le célibat, et surtout quand on a décidé de ne pas se remettre avec quelqu'un pour le moment,
de se dire bon ok là je vois qu'il y a quand même des points communs à toutes mes histoires, ou alors bon je sais pas mais je vais quand même demander à un professionnel peut-être ce qu'il en pense, etc., pour savoir qu'est-ce que je suis susceptible de rejouer. Et donc là pareil, hein, remettre en fait de la justesse dans ce qu'on fait, pour pouvoir comment dire, être serein avec ce que je suis capable de rejouer. Et quand on voit qu'on recommence à le jouer parce qu'on a bien analysé, parce qu'on a bien tout décortiqué, etc., bah à ce moment-là, de pouvoir poser une limite tout simplement à la relation qui ne me correspond pas et le schéma que je suis en train encore à nouveau de rejouer, tout simplement. Et donc, le dernier, non, c'est pas le dernier, parce que j'ai encore une autre page. Accepter de ne pas savoir, de ne pas contrôler, arrêter les interprétations et les fantasmes, observer seulement les faits. Et bien déjà, oui, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est que quand on rencontre quelqu'un, au lieu de fantasmer dans un sens ou dans un autre, c'est-à-dire soit idéaliser complètement, se rejeter à corps perdu dans une relation, etc., sans vraiment observer concrètement qui est l'autre, mais en même temps, ça peut être aussi fantasmer que ah ben non, la personne en fait il a un attachement évitant, c'est un profil frileux, etc., etc. Observez les faits. Voyez si ça vous convient, si ça vous convient pas, s'il y a des choses qui vous interpellent, s'il y a des choses... Et à ce moment-là, au fur et à mesure, si vous avez justement cette confiance en vous et que vous avez appris à gérer une relation, à communiquer, à exprimer vos émotions, surtout à les écouter, à ce moment-là, il y a nos problèmes non plus, parce que on est dans le réel et pas dans le fantasmé. Voilà. Et ensuite, donc le dernier conseil que j'ai à donner, c'est lâcher prise par rapport aux résultats et revenir au moment présent. C'est-à-dire, qu'est-ce que je vis et est-ce que j'ai envie de continuer à le vivre ou pas. C'est tout. En fait, moi je pense que la conclusion un peu de ce que j'avais envie de vous apporter, c'est quand on rencontre quelqu'un, on n'a pas besoin d'être fermé complètement à cette personne-là. Simplement voir venir, observer son comportement. Est-ce que ça me convient? Est-ce que ça me convient pas? Est-ce que j'arrive à dialoguer avec cette personne ou pas? Et puis de vivre vraiment l'instant présent. Prenez ce que vous avez à prendre des relations. Et puis au moment où vous êtes en souffrance, où vraiment ça va pas et tout ça, vous partez pour construire autre chose ailleurs, en ayant appris encore un peu plus sur vous, sur ce que vous reproduisez ou pas, sur ce que vous aimeriez peut-être un peu plus ou pas. Parfois, dans certaines relations, on apprend à se confronter à des limites encore plus précisément. Voilà, là je suis passée au-dessus de ça, mais en fait j'aurais pas dû, parce que là vraiment je me suis rendu compte que vraiment c'était trop au-delà de mes limites. Ça vous fait un bagage en fait, quelque chose que vous avez, que vous apprenez au fur et à mesure, et donc ce qui vous permettra aussi, le couple qui entrera dans votre vie et qui fonctionnera, ça vous permettra aussi de le reconnaître, parce qu'il y aura beaucoup moins de choses à dire, parce que vous mettrez beaucoup moins d'enjeux aussi sur la personne avec qui vous serez en couple, et que comme vous serez vachement plus cool et que vous saurez parler de vous, vous saurez assumer que ce soit vos failles, comme vos défauts et tout ça, il y aura plus de soucis en fait. Les clés sont entre vos mains. En fait, c'est cette histoire de bunker émotionnel, c'est que c'est comme si on se sent victime ou possible victime de l'autre, ou qu'on se sent dépossédé de quelque chose. Mais si on réalise que personne ne peut nous déposséder de rien, et surtout pas de qui on est, et surtout pas de poser nos limites, etc., on ne risque plus rien en réalité. Après, si vous ressentez par contre que par rapport à vos limites, vous êtes vraiment dans l'excès, que vous avez tendance à les poser en mode bourreau parce que justement, votre histoire auparavant a fait que vous êtes intransigeant, ou fait que quand vous rencontrez des personnes, vous avez tendance à vous attacher à personne et tout ça, à ce moment-là, vous pouvez demander déjà conseil à quelqu'un, à un professionnel. Hein. Moi, j'ai des personnes, elles m'ont appelé quand elles m'ont expliqué, j'ai dit, écoute, je pense que tu es assez aligné avec tes valeurs, je pense que tes limites, elles sont plutôt justes, mais que tu n'as juste pas rencontré la bonne personne. Après, il y a des fois, oui, c'est des choses qu'on rejoue parce on a tellement peur que même inconsciemment, on se bloque pour rencontrer quelqu'un, ou pour laisser entrer les personnes dans notre vie, ou pour faire durer nos relations, parce que nos peurs à un moment nous empêchent de construire, parce qu'on va se mettre en mode exigence, en mode bourreau, en mode contrôlant.
mais ça, c'est la peur qui nous fait réagir comme ça. Donc, il y a un travail aussi derrière ça à faire. Voilà. Merci Agnès pour ton commentaire. J'ai vu Carole aussi, n'étant plus en relation, il n'y a plus de réaction du coup. Oui, c'est exactement ça, Carole. C'est-à-dire que quand on n'a aucune relation, c'est sûr qu'on ne peut pas être embêté. Après, on peut être bien comme ça. Ah, merci Anne, c'est gentil. Et oui, on peut être bien comme ça, hein, parce qu'il y a des personnes. Et puis c'est vrai que je pense il y a des moments où on a besoin aussi, hein, d'être solo pour se remettre d'une rupture, pour conscientiser tout ce qu'on a rejoué avant, comprendre, l'intégrer, le ressentir à l'intérieur de nous. Et une fois qu'on a ressenti, parce que moi je crois que c'est beaucoup une histoire d'émotionnel. C'est-à-dire que ce bunker émotionnel, il disparaît justement à partir du moment où dans notre ressenti à l'intérieur de nous, on ressent que ouais, c'est bon quoi. C'est bon, je me sens alignée. C'est bon, je sais que personne ne pourra abuser de moi. Et à ce moment-là, ben voilà, je suis prêt ou prête à rencontrer quelqu'un à nouveau. Mais c'est vrai que parfois, quand on a vécu des choses difficiles et tout, je vous conseille franchement par rapport à des schémas, quand les relations elles sont vraiment très toxiques ou que ça nous fait vraiment plonger dans la dépression d'avoir rompu et tout ça, c'est que vraiment il y a des schémas, il y a des choses inconscientes à travailler. Voilà. Donc du coup, bah, si vous avez envie, j'attends vos questions et vos retours. Si jamais vous avez envie de me poser des questions, mais écoutez, je suis toute oui pour répondre à vos questions. Mais je vais boire un coup encore en attendant que vous me posiez vos questions. Bon, pour le moment, j'ai pas de commentaires plus que ça. Après, dans le concret, en fait, moi, c'est aussi parfois des personnes qui sont dans ce fameux bunker émotionnel que j'accompagne. Et qu'est-ce que je travaille en fait avec elles, c'est d'abord retrouver leur individualité, réapprendre en fait à s'occuper de leurs besoins de façon autonome, parce qu'au plus on s'occupe de soi de façon autonome, au moins on dépend des relations ou des autres pour s'occuper de nous. Même si par exemple par rapport à nos besoins, par exemple la vie sociale fait partie de nos besoins vitaux. On travaille beaucoup sur les valeurs, sur quelles sont leurs valeurs, sur quelles sont leurs limites dans leurs valeurs, parce que ça permet, d'être conscient de soi, et que si des situations se reproduisaient, ben elles sont beaucoup plus à même d'être au plus près d'elles-mêmes par rapport à qui elles sont et à ce qu'elles peuvent accepter ou pas, et ce qu'elles autorisent à accepter ou pas vis-à-vis d'elles. Ensuite, je travaille aussi par rapport à justement cette fameuse gestion des émotions. C'est-à-dire que, ok, j'ai des colères, ok, j'ai des peurs, ok, j'ai des frustrations, mais qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je fais comme d'habitude et je dis rien ou je laisse passer et tout va bien? Ou est-ce que vraiment je me mets à y faire attention et je communique avec l'autre et puis je vois comment l'autre réagit par rapport à ce que je vais lui dire ou lui demander ou etc. Ça c'est très important pour savoir si une relation peut se poursuivre ou pas. Vous voyez, par exemple, ça fait partie des filtres qui font que je sais si ma relation elle peut continuer ou pas, ou s'il faut que je la stoppe. Ensuite, on travaille aussi sur tous les schémas inconscients, donc les schémas abandon, rejet, trahison, humiliation, injustice, voir à quels endroits. Alors c'est surtout, moi je suis beaucoup spécialisée beaucoup dans les blessures d'abandon et les blessures de rejet, parce que finalement les autres elles rejoignent un peu quand même ces blessures-là. Et donc là, ben, on va voir un peu à quels endroits ça se rejoue, sous quelle forme ça se manifeste, parce que ces blessures-là, elles peuvent se manifester vis-à-vis de nous-mêmes, vis-à-vis des autres, parce que par exemple vis-à-vis des autres, c'est quand je vais choisir par exemple un compagnon qui va me faire rejouer ma blessure, par exemple. Des autres vis-à-vis de nous, ben pareil, c'est quand l'autre va ne pas faire attention à mes besoins, que je vais lui dire qu'il y a des choses qui me blessent et qui va quand même pas réagir. Voilà, donc après je travaille sur aussi tout ce qui est les schémas d'éducation qu'on a reçus et qu'on continue à faire perdurer alors que c'est pas fonctionnel pour nous. Et puis on travaille aussi sur la posture qu'on prend dans notre relation, quand on dit rien, ou bien quand on fait trop par rapport à ce qu'on devrait faire, ou bien quand on a trop attendu avant de gérer nos émotions et qu'à un moment donné on se fout en mode bourreau vis-à-vis de l'autre parce qu'on n'en peut plus et là on le contrôle, on lui donne des ordres. Ou bien aussi on peut se mettre en mode bourreau parce qu'on a peur justement. Et donc on apprend à vraiment travailler tout ça, ce qui permet de le repérer pour nous et de repérer un peu ce qu'on joue nous-mêmes.
et en même temps, à la fois, de repérer aussi les autres, ceux qui fonctionnent de façon pas saine vis-à-vis de nous, puisqu'on a appris à le faire pour nous-mêmes. Alors, c'est le problème, comme on l'a dit, ne mets pas tout le monde dans le même sac. Ok avec, sauf que l'on constate au final qu'on s'est fait avoir plusieurs fois, dur de ne pas mettre... Attends, dur de ne pas mettre tout ce beau monde dans le même sac. Car je me suis dit ça à chaque fois, que l'un n'était pas l'autre, et badaboum quand même. Ben, Emmanuel, normalement, si tu apprends à être au plus près de toi-même, de tes émotions, de tes valeurs, etc., il n'y a pas de souci, hein, tu filtres, ça fait le tri. Et puis, alors c'est vrai que par contre, il y a une chose aussi, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui, à travers le filtre de ce prisme-là, sont pas faits pour être avec nous. Hein. C'est là qu'on réalise qu'on n'est vraiment pas fait pour être avec tout le monde. Ça, c'est sûr. Maintenant, après, à savoir si, est-ce que par dépendance affective, ben, c'est pas grave, je me contente d'un truc un peu moyen. Ou est-ce que j'accepte que quelqu'un puisse avoir des défauts, mais que quand même ça aille bien 70 à 80% dans ma relation. Voilà. Alors ensuite, c'est compliqué quand même quand on construit des projets ou qu'on s'installe avec quelqu'un de partir parce que personne n'est plus en adéquation. Ou si elle traverse une phase d'angoisse. Ah, attends, parce que j'ai dû... Qui nous met aussi à mal parce qu'on se prend des missiles pour rien. Des fois, une chaise non poussée. Posée par... Pire, posée par l'ex. Ah oui, d'accord. Ben après, Anthony, j'ai envie de te dire, c'est pas... si tu veux, quelque part, là, t'es en train de me dire un truc comme si elle était victime de la situation. Alors peut-être qu'elle a été victime de certaines situations, peut-être qu'elle l'est encore aujourd'hui. Sauf que ce n'est pas de ta responsabilité, en fait, de subir ce qu'on te fait subir. C'est-à-dire que ta responsabilité à toi, c'est faire attention à tes besoins, faire attention à tes limites et au respect de ta personne. Et c'est pas parce qu'on vit des choses difficiles ou compliquées qu'on a le droit ou qu'on doit faire rejaillir ça systématiquement sur l'autre. Parce que l'autre, dans ces cas-là, quand je vis des choses difficiles, l'autre, ça doit être mon coéquipier. Ça doit être mon confident. C'est pas celui sur qui je tape, en fait. Tu vois? Et donc là, c'est certainement un schéma qui se rejoue. Tu vois? Ça vient certainement à toucher quelque chose de l'enfance, que ce soit pour toi ou que ce soit pour cette personne-là. Et donc, quand c'est comme ça, c'est qu'on rejoue à deux un scénario. Et donc là, ben, le travail qu'il y a à faire, c'est chacun, en fait, de reprendre la responsabilité soit de ce qu'il accepte, soit de ce qu'il ne pose pas comme limite. Et parfois, ben, la seule solution, c'est de comprendre que soit je reste dans cette relation, comme je disais tout à l'heure, parce que 70-80% du temps, ça va. Si c'est honnêtement en dessous de ça et que le couple, c'est que des missiles et c'est elle est pas bien donc je la soutiens, là pour le coup tu te positionnes en fait en sauveur, tu vois. C'est-à-dire que je suis en mode délétère pour moi, je lui donne, je la soutiens, je suis à ses côtés, je reste avec elle, mais moi j'ai l'impression de m'en prendre plein la tronche, quoi. Et ça c'est se positionner en mode sauveur vis-à-vis d'une relation qui fonctionne pas de façon saine. Parce que comme je disais dans un autre de mes lives, par rapport en fait c'était le live sur les couples, ton compagnon, ta compagne, ça doit être ton meilleur ami ou ta meilleure amie en fait. Ça doit pas être la personne sur laquelle tu rejoues tes scénarios. Et si c'est ça, ben en fait, il y a juste une chose à faire. Si la personne ne peut pas sortir, si tu veux, de ces accusations et du fait de rejouer ça avec toi, ben c'est à toi de te protéger et de sortir de la relation. Honnêtement, il n'y a pas d'autre solution. Parce que c'est comme si on idéalise quelque chose qui n'est pas réel. Si tu veux, c'est comme si tu voyais pas la réalité de ce qui se passe. Et donc, quelque part, ben, tu subis, jusqu'au moment où, de toute façon, ça en arrivera peut-être au casse-gueule. Et qu'au final, tu vas te dire, après cette relation, avec tout ce que j'ai donné, avec tout ce que j'ai subi, et je réalise tout ce que j'ai enduré, je réalise tout ce que j'ai accepté. Mais en fait, là, à ce jour, quand il se passe des choses comme ça, c'est de notre responsabilité à nous de veiller sur nous et d'être notre propre gardien de notre sécurité, tu vois. C'est à nous de réagir pour nous. Parce que, bien sûr que le couple, c'est quelque chose de beau et d'important, mais à un moment, si le couple, ça devient, comment dire, un centre de tir, ben non, en fait. Non, c'est pas un couple qui fonctionne, tu vois. C'est un couple pas sain.
Donc j'espère que j'ai répondu à ta question, Anthony, ou en tout cas à ce que tu m'avais mis. Ensuite, Phyllis qui nous dit comment sortir du bunker émotionnel quand notre ex est toujours dans notre tête, mis à part le fait de socialiser, se concentrer sur nous, comment peut-on donner une chance à un autre? Attends, parce que j'arrive pas à lire. Ah voilà, ça y est. D'autres, et pire encore, on se dit que tous les autres vont être comme notre ex. D'accord. Ben, déjà, ça veut dire que toi, déjà, tu t'auto-conditionnes en te disant tous les autres vont être comme mon ex. Donc c'est un peu l'histoire de, je sais pas si tu as suivi, mais du coup, un peu l'histoire du tableau blanc avec le point noir au milieu, où je vais voir que le point noir, mais je vais pas voir qu'en fait c'est un point noir sur un tableau blanc. C'est-à-dire que déjà, tu vois, cette histoire de... C'est ce que j'expliquais tout à l'heure. C'est quand déjà on bloque sur les défauts par peur, si tu veux, de reproduire. Donc déjà, déjà là, tu vois, on voit que tu t'auto-conditionnes à bloquer sur ils vont tous être comme mon ex. Donc déjà, personne ne peut rentrer dans ta vie puisque déjà ils vont passer au filtre de ça. Et donc, attends, je vais essayer de relire le début de la question. Alors après, quand ton ex est toujours dans ta tête, ben en fait, il n'y a rien de plus à faire à part effectivement sortir, te changer d'idée, se centrer sur toi, tout ce que t'as mis en place en fait déjà pour toi. C'est-à-dire ben, te nourrir, faire des projets pour toi. Et de toute façon, un deuil d'histoire ne se fait pas en quelques jours ou en 3 mois, surtout quand ça fait longtemps en fait qu'on est dans la relation. Quand tu as passé en fait plusieurs années avec une personne, tu ne peux pas en fait l'oublier comme ça du jour au lendemain et faire comme si la personne n'existait plus. Il y a des personnes, ça revient même des années après encore dans ta tête. Mais euh, en étant déjà dans l'état d'esprit, en te disant de toute façon ils seront tous comme mon ex, ben en fait quelque part c'est toi-même en fait qui te conditionne comme ça et qui ferme la porte déjà d'entrée. Personne peut entrer. Sauf ceux qui vont te confirmer en fait qu'ils sont tous comme ton ex. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça l'autoconditionnement. C'est en gros les seuls qui vont rentrer dans ma vie, ce seront ceux qui sont comme mon ex, mais comme ils vont me décevoir en fait, je vais les jeter. Et puis rien d'autre n'est possible. Et là tu vas tomber sur le pauvre garçon qui aura rien demandé, qui va vouloir entrer dans ta vie et qui va tout faire pour pouvoir t'avoir. Et puis finalement qui va peut-être en faire beaucoup plus que ce que lui il voudrait, même s'il tient à toi, etc. Et il va se passer encore du toxique. Donc juste être soi-même, être au plus près de tes valeurs, et puis laisser les personnes en fait arriver. Et si les personnes d'entrée de jeu, il y a des choses qui te plaisent pas, il y a des choses qui te conviennent pas, allez, je tourne la page et next. Et puis jusqu'au moment où il y en a un, tu te diras, ben tiens, celui-là, il est pas mal, il est sympa. Bon, ben je vais essayer d'en savoir plus. Et puis à ce moment-là, comme tu as appris en fait à construire, comme tu as appris à communiquer, bah à ce moment-là, ben, de fil en aiguille, ça va se construire. Si tu as quelqu'un qui est en face de toi, ben, un degré de conscience ou une maturité au même degré que le tien. Voilà. J'espère que j'ai répondu à ta question, Phyllis. Anne, ne pas oublier que chacun est différent et ne voit pas et ressent pas les mêmes choses et que chacun a ses blessures. L'essentiel est d'être soi et de ne pas s'oublier. Alors attends, puisque je vois pas la suite. L'essentiel est d'être soi et de ne pas s'oublier. Et l'autre personne, quand on est aligné, le comprendra avec une communication saine. Mais c'est exactement ça, Anne. Complètement. C'est tout à fait ça. Chacun est différent. C'est ça en fait le truc. C'est que accepter que l'autre, ce sera pas exactement la même personne que nous. Que l'autre, sera pas une personne parfaite au même titre que nous. Mais voilà, c'est à combien de pourcentage je me sens bien dans cette relation. Alors bon, je dis pourcentage, ça peut faire très chiffré, on sort du romantisme et de tout ça, hein, on est d'accord. Mais c'est en fait l'unité de mesure, si vous voulez, que j'ai trouvé le plus concret possible pour représenter à peu près en proportion ce que ça doit représenter le ressenti qu'on peut avoir à l'intérieur de nous, hein, par rapport à un bien-être dans une relation. Après, je vais vous dire une chose, c'est que on n'est jamais à l'abri de rien et justement, j'en reviens encore au travail de restructuration sur soi, etc. C'est que quand on est construit après qu'on a fait le taf sur nous et que on est comment dire, on sait qu'on va plus s'abandonner, on craint plus grand chose, hein. On craint plus grand chose. Moi, ce qui est vraiment
là, quelqu'un qui se mette à péter un câble, nous taper dessus, ou comme il peut arriver dans les faits divers, etc. Mais hormis ça, il ne peut plus rien nous arriver parce que les personnes, on va plus les laisser faire, on va plus les laisser nous manipuler. S'il y a quelque chose de pas sain qui nous plaît pas, on va le stopper et puis voilà, c'est tout. Et par exemple, les PN qui ont tendance à faire du love bombing et tout, donc vite, 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 on s'engage avec eux, etc., etc. Là, quand on a fait le taf, je peux vous dire que on prend du temps pour s'engager, que les PN, ils ont quand même leurs failles aussi, même dans leur love bombing, et que vous allez les voir. Quelqu'un qui vous inonde d'amour comme ça, t'es ma moitié, t'es mon âme sœur, etc., etc. Vous allez lui dire, attends, à la limite, vous en avez même pas en avoir besoin, hein, parce que vous aurez quand même regagné en autonomie et tout, et vous, peut-être même vous le sentirez trop oppressant. Et puis de toute façon, le PN, quand vous avez travaillé sur vous, honnêtement, c'est plus vers vous en fait qui vient pour se nourrir, parce qu'il sait qu'il l'obtiendra pas. Donc voilà. Donc bah, si jamais vous avez envie de mettre un petit mot, bah, c'est le moment de le mettre, parce que je vais pas tarder du coup à arrêter le live. J'espère en tout cas que ça vous aura apporté. Voilà, je sais, vous savez, ces lives, je les prépare vraiment en fonction des idées qui me viennent à chaque fois pendant les 15 jours. Alors je note au fur et à mesure ce que j'ai envie de vous partager, ce que j'ai envie de vous dire. C'est pas des choses, si vous voulez, enfin, c'est des trucs que je construis au fur et à mesure et j'essaie de réfléchir aussi à moi, comment je suis sortie un peu de tout ça, de cette dépendance affective ou parfois des moments de bunker émotionnel. Ah, avec plaisir les filles, je vois Phyllis qui m'a mis merci Audrey pour ce live, merci beaucoup Emmanuel. Bon bah super, bah écoutez, je crois pas qu'il y ait de questions. Ah merci Corinne, enfin Linette, très intéressant. Ok, ben écoutez, je suis contente si ce live vous a apporté. Euh, Merci Audrey, passez une bonne soirée. Ah oui, pour chanter. Et oui, Anthony. Ben voilà, écoutez, si jamais aussi, c'est vrai que je vous ai pas dit, mais voilà, si vous avez besoin d'un rendez-vous, vous savez que j'offre un rendez-vous, en fait, ne serait-ce que pour faire un point. Pour ceux et celles qui savent pas s'ils doivent bosser sur eux, s'ils ont des trucs à bosser ou pas. N'hésitez pas à me contacter. Moi, j'aime bien être en contact avec les personnes qui me suivent et tout sur les réseaux, donc il n'y a pas de souci. Voilà, je vous souhaite une très très belle soirée, une belle semaine. Je pense que le prochain live, ce sera à peu près pour dans 2 semaines. Mais de toute façon, je vous préviendrai sur les réseaux comme je fais d'habitude. Franchement, je vous remercie aussi pour les interactions. C'est agréable pour moi voilà, d'avoir des questions, d'avoir des partages de votre part et tout ça. Ça me touche beaucoup. Je trouve ça super sympa que ce soit interactif. Donc voilà, ben, je vous souhaite une très belle soirée. Et puis écoutez, ben, je vous dis à dans 15 jours sûrement. Belle soirée, au revoir.